Voilà le premier dossier du jour. Je le disais, on va parler politique avec un des membres de la majorité présidentielle. On va parler à peu près 10 minutes avec vous pour parler politique. Mais avant d'oublier, j'aimerais quand même revenir sur le rapport des Nations Unies qui concerne la République démocratique du Congo. Vous êtes de la majorité présidentielle, c'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir. Un rapport très critiqué, n'est-ce pas, par ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo. On parle de 33 morts après les élections ici en République démocratique du Congo. Critiqué pas seulement par le gouvernement, critiqué aussi par d'autres organismes internationaux, parce que visiblement défaillants et biaisés. Non, ces rapports brillent d'abord par 3 défaillances. La première, c'est que c'est un rapport qui visiblement est unilatéral. Vous savez, face à des faits aussi graves et à l'importance de la situation, il eût été logique et que la RDC soit associée à l'enquête, que les autorités locales puissent effectivement être, n'est-ce pas, associées à cette enquête. Malheureusement, les auteurs de ces rapports ont prétendu avoir travaillé seuls, avoir auditionné 110 Congolais, faut-il encore vérifier, et ont balancé comme ça des chiffres, visiblement basés sur des rumeurs et sur de faits non avérés. On parle de 33 morts, effectivement, vous l'avez rappelé, mais à partir du moment où ces rapports étaient unilatéraux, on peut même parler de 120 morts. Pourquoi pas 500 pendant qu'on y est? Qui va vérifier tout ça? Et le gouvernement initié. Quel est le degré de crédibilité qu'on peut accorder à un rapport unilatéral? Vous venez travailler dans un pays qui est souverain, et puis vous balancez des chiffres fondés sur des rumeurs, sur des personnes non identifiées, et ça n'a aucune espèce de sens. Ensuite, deuxième défaillance. Ces rapports est visiblement un rapport qui est imprécis. Imprécis et incohérent. Tout simplement parce que les faits qui sont évoqués ne sont pas étayés avec des preuves. On vous parle de morts sans citer un seul nom, sans décliner les identités, les adresses. Vous ne vous reprochez de rien ou le gouvernement ne se reproche de rien? Bien évidemment, il y a eu des problèmes dans notre pays, on le sait. C'était là d'ailleurs la troisième défaillance. C'était que ces rapports sont ultra sélectifs. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Mais cette tendance qui consiste à ne regarder qu'un seul coin du problème, à ne vilipender qu'une seule tendance politique, avec l'intention de nuire au pouvoir en place. Pourquoi les Nations Unies chercheraient-elles à nuire à la République démocratique du Congo, puisque la RDC fait partie de l'Organisation des Nations Unies. La MONUSCO travaille en République démocratique du Congo depuis une dizaine d'années déjà. C'est là toute la question. Vous savez, les Nations Unies sont constituées par des États, par des nations, comme on dit, Nations Unies. Il y a donc des États avec des intérêts, il y a donc des accointances internationales. On peut imaginer le ce dont pourquoi. Mais seulement, c'est une question qui se pose. Comment peut-on, comme ça, dans une situation qui s'est déroulée au vu de tout le monde, on a vu des affrontements se faire, on a vu des violences, bien évidemment, ce qui est malheureux, se commettre lorsque notre pays était en ébullition de la période électorale. On a vu des violences. Attendez, mais ce que vous ne voulez pas dire, ça veut dire que vous vouliez que les crimes que d'autres partis politiques de l'opposition auraient commis puissent se retrouver dans ce rapport. Quand on fait un tel rapport pour de tels faits pendant une telle période, il faudrait que ces rapports soient complets. Il faudrait que ces rapports soient objectifs. À partir du moment où l'on a vu des gens tomber sous les violences perpétrées, par exemple, par des militants de l'opposition, on l'a vu. On a vu des hommes et des femmes tués. Je pense aux militants de Palou. On a vu des policiers tomber, non policiers, tomber et mourir du fait des violences
commises et perpétrées par les militants de l'opposition. Nous le déplorons. Mais cet état de choses n'a pas été évoqué dans ce rapport, d'où le caractère sélectif. C'est inacceptable. Et vous trouvez même dans ces mêmes rapports, je vais chuter par là, des accusations tout à fait gratuites. On parle de géoles, donc de cachots en dessous du palais de la Nation, dans le cave, au palais de Marbre. On parle de morts qui ont été ramassés, qui flottaient durant toute cette période sur le fleuve Congo. On parle de charniers, de fosses communes, sans en apporter une seule preuve. Et lorsqu'on évoque ce genre de cas, moi je considère que c'est une insulte faite aux Congolais. Il faut qu'on puisse respecter la République démocratique du Congo. Vous savez, messieurs Kéry, collaborer avec les instances internationales n'est pas un aveu de faiblesse. Notre pays, depuis un moment, est animé par cette volonté de collaboration. Le président de la République a fait le choix de l'ouverture à tous les pays du monde et a maintenu le caractère, disons, la tradition d'hospitalité de notre pays. Un pays qui accueille autant d'organismes internationaux, autant d'organisations, autant de missions d'enquête, autant de missions d'observation, autant de ONG, ne peut pas toujours être vilipendé ainsi. Vous savez, ces rapports sont tombés au même moment quand on rendait les verdicts sur le cas de M. Thomas Lubanga. Et ça sous-entend quoi, d'après vous? Ça sous-entend effectivement la disponibilité de la République démocratique du Congo à collaborer avec les instances internationales, la détermination de notre pays à lutter contre l'impunité, à ne tolérer aucune forme d'impunité, et à lutter contre la violation justement des droits humains, parce que le chef de l'État, vous l'avez vu, depuis des années, a tout fait pour maintenir, notamment dans le gouvernement, un département chargé des questions de droits humains, parce qu'il a trouvé qu'il était essentiel pour notre pays de s'engager dans ces combats. Mais il faudrait que les efforts, mais sur le plan pratique, il faudrait que les efforts qui sont consentis par les autorités de la République démocratique soient reconnus et éviter ces genres de facilités qui tendent à vouloir effectivement justifier certainement de subventions colossales qui sont faites à toutes ces ONG qui veulent effectivement chercher de la matière. Mais il faudrait qu'on mette un tout petit peu de l'objectivité dans ce travail. Tout ira bien. On vous sent un peu remonté, monsieur Jean-Pierre Liaou. On va chuter un peu. On va changer de sujet même. Je ne suis pas remonté, monsieur. Je suis révolté face à une situation. On se dit, on a touché à la République. Monsieur Jean-Pierre Liaou, qui est de la majorité présidentielle, la majorité présidentielle qui est au pouvoir, vous vous sentez personnellement impliqué. Alors, on va changer de sujet. On va parler rapidement du travail de l'informateur. Vous trouvez que c'était un bon travail, c'était opportun en ce moment. Et finalement, on se dit, à quand le nom du formateur? Écoutez, j'attends les gens spéculer sur cette question de la mission de l'informateur. Je crois que le président de la République, ayant opté pour la politique d'ouverture, a jugé nécessaire qu'une mission d'information soit faite pour essayer de voir si, en plus, en dehors de la majorité présidentielle, il existerait d'autres forces politiques au sein de l'Assemblée nationale qui seraient prêtes à rejoindre le président de la République dans son action, n'est-ce pas, et dans la révolution de la modernité qui a été engagée dans notre pays. Où vous les avez trouvés, ces Nous forces? attendons le rapport, effectivement, de l'informateur qui va nous renseigner sur qui est qui au sein de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres qui sont manifestés. Force. Oui, mais on attend le rapport de l'informateur. Notamment Léo Kengo Adondo, qui n'est pas contre. Non, mais je crois qu'on a senti aussi les propos de Vital Kamerhe un peu adoucis. On se dit, ils se rapprochent. Ils sont nombreux. Moi, je pense que je ne me baserai pas sur des noms. Sur de petites déclarations qui ont été faites à la presse. Il faudrait qu'on attende d'abord le rapport de l'informateur pour qu'on sache véritablement qui rejoint la majorité présidentielle dans la dynamique parlementaire qui va soutenir, qui va accompagner le président de la République dans sa mission. Lorsqu'on tend la main, il faut que l'autre main puisse, n'est-ce pas, la saisir. Lorsqu'on ouvre la porte, il faudrait que les autres aient la volonté d'entrer. Pas avec des préalables et des conditions. Il y a trop de discrétion au niveau de la majorité présidentielle, même au niveau de l'autorité morale, qui est trop réservée. À votre niveau ici, vous ne voulez pas trop dévoiler. On se dit, alors, à quand le formateur? Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse dévoiler? Je vous dis des choses comme elles sont.
une personnalité a été promise à une Le tâche. peuple attend Cette être dirigé, même doit- si les ministères sont occupés par des ministres intérimaires, mais le peuple attend être dirigé. Les nouvelles institutions, à quand? Monsieur Patin Kiri, je sais que vous êtes quelqu'un de très averti, mais je sais que vous êtes aussi animé par le souci d'éclairer l'opinion. L'installation, la mise en place des institutions répond aussi à toute une série de procédures. On ne met pas des institutions de manière désordonnée. Il y a des préalables. La mission d'information est constitutionnelle. Ensuite viendra après la nomination d'un Premier ministre. Après avoir identifié clairement, de manière formelle, la majorité parlementaire qui va devoir accompagner le président de la République. Je crois que les gens sont en train de voir que le président de la République fait des choses avec beaucoup de clarté. Il n'y a rien à cacher. On a mis en place un bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui est en train Et on attend le bureau définitif. Oui, là encore une fois, des gens spéculent. Il n'y a pas de plénière. Oui, il n'y a pas de plénière parce que tout simplement, pour la suite, il faudrait absolument que la Cour suprême de justice puisse se prononcer sur le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui lui a été soumis. Et sur les contentieux, puisqu'on le dit, la majorité... sa conformité à la Constitution. Lorsque la Cour suprême va rendre son arrêt, à ce moment-là, le dernier point qui reste dans la mission du bureau provisoire va devoir être fait, c'est-à-dire l'élection du prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'informateur va rendre son rapport et le président de la République, chef de l'État, va devoir, bien évidemment, avec un tableau complet, nommer le Premier ministre qui va devoir conduire les affaires gouvernementales dans notre pays pour le bonheur du peuple. Tout ça, c'est dans quelques jours. Merci beaucoup, Jean-Pierre Liaou. Je rappelle que vous êtes de la majorité présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Nkiri. Merci à vous également d'avoir suivi ces quelques minutes que nous avons passées avec Jean-Pierre Liaou. On va continuer notre grand journal avec un invité. Il s'appelle Paul Chibanda. Il est administrateur de la nouvelle société d'aviation Fly Congo qui a eu son vol inaugural. C'était donc samedi, Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et ce lundi, c'était le premier vol commercial. On va parler justement de Fly Congo à travers cette rubrique invitée.